Do you want to be a fighter? RMC. Here comes Inoue. That destructive, decisive power does it again. Fighters Club. I'm the baddest motherfucker on the planet. Baba Diagne. I am the greatest. Salut à tous et bienvenue pour cette 338e édition du RMC Fighter Club qui reste dans la cage. On va parler MMA, on va parler UFC. En ESPN, Ousmane contre Buckley et la défaite malheureuse d'Oumar Sy qui trébuche juste avant la marche pour le top 15. On va aussi parler du retour gagnant de Kamaru Usman contre Buckley après quasiment 4 ans sans combattre et donc 4 ans sans victoire. Et enfin, Rose Namajunas qui a gagné, qui retourne dans la conversation pour le titre. Qu'est-ce que ça veut dire pour Manon? Et l'annonce du combat de Morgan Charrière aux États-Unis contre Nate Landwehr. Comme quoi j'avais raison. Et je suis accompagné pour cet épisode de mon compère Anto Starpini. Salut Anto. Salut Baba, merci beaucoup pour cette introduction. Et puis on est prêt, de toute façon, on va pouvoir dire tout ce qu'on pense de l'événement de ce week-end. Eh ben écoutez, on est parti et il y aura pas mal de choses à dire. Let's go. Oumar Sy, on en attendait beaucoup. On pensait que ça le ferait parce qu'il était face au 15e de la catégorie, donc Alonso Menifield. Et il y avait quelque chose à faire, clairement, pour pouvoir rentrer dans le top, puisque c'était un petit peu ce qui est attendu pour Oumar. Mais bon, c'est le combat. C'est le combat. Et il y a un mec en face qui était là, qui était préparé. Et Oumar repart d'Atlanta avec une défaite. Bon, on va tout de suite rentrer dans la physionomie du combat. C'est un combat qui est relativement simple à juger, Anthony. Il y a 2 rounds à 1 pour Alonso Menifield. On est d'accord? Ouais, exactement. De toute façon, les juges ont été unanimes ensemble, les différents médias, les différents combattants. Il y en a qui disaient que potentiellement Oumar Sy pouvait prendre un round, mais on va en parler tous les deux, ça se joue sur des détails, et les détails, ils sont dans le round 1 et dans le round 3. Ouais. Et c'est les 2 rounds que, en tout cas moi, et je sais que ta carte aussi, c'est que on donne à Alonso Menifield. Ouais, du coup, dans le premier round, on a la distance qui va se mettre en place. Et je sais pas ce que tu en penses, mais dès les premiers instants du combat, on sent qu'Oumar il est peut-être pas spécialement à l'aise dans la cage. Alors, de façon générale, et surtout, il n'est pas à l'aise par rapport à la distance de combat. Ouais, c'est exactement ça. On le sait déjà physiquement. On faut le dire déjà, Oumar était ultra favori. On a vu sur les cotes de paris en ligne, que ce soit aux États-Unis ou en France, Oumar, en France, il pouvait avoir une cote à 1,20, ou même aux États-Unis, il avait une cote de moins 700, ouais, qui est quand même énorme. C'était le 2e plus grand favori sur la carte, ouais, toute carte comprise derrière Abdul Malik. Et en fait, c'est pourquoi. Pourquoi déjà? Parce que on se dit, Oumar Sy, il a un chemin de victoire. C'est la lutte, c'est le grappling, il va l'emmener au sol, il va gagner et il va gagner comme ça. Ouais. Et le premier round, il se passe pas comme on l'avait prévu, pas comme Oumar Sy semble l'avoir prévu, parce que comme tu le disais, Alonso Menifield met de la distance, Oumar Sy ne trouve pas le timing dans les premiers instants du combat et il a un game plan qu'on pense comprendre dans ce premier round. C'est boxer avec Alonso Menifield, qui est un très bon striker, qui a déjà mis plein de KO et qui a déjà gagné pas mal de combats à la décision. Pourquoi? Parce qu'il mettait 1 ou 2 coups plus significatifs, plus durs que son adversaire. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé dans le premier round, c'est que Oumar Sy ne touchait pas énormément Alonso Menifield. Alonso Menifield non plus. Il y a eu très peu de coups donnés, mais les 2 coups les plus durs en début de round et en fin de round, ils sont pour Alonso Menifield et c'est pour ça que la balance a été vers Alonso Menifield pour ce premier round. Ouais, parce qu'on voit avec les stats, même si moi je le dis toujours, j'accorde pas beaucoup d'importance aux stats parce que c'est tout simplement c'est un humain derrière la personne qui compte les coups qui sont donnés, reçus, puissants ou pas puissants. En termes de volume, visiblement, Oumar Sy touche un peu plus. Mais on voit qu'en termes d'efficacité, en termes d'impact, c'est du côté de Menifield. Et donc, c'est vrai que c'est curieux parce que moi, j'aurais pensé aussi que Oumar vienne le lutter tout de suite. Et c'est toujours difficile pour nous, devant notre télé, sur le canapé, de savoir est-ce que c'est Oumar qui a choisi de boxer ou est-ce que c'est Menifield par des petits détails qui l'ont empêché de lutter. Qu'est-ce que toi, tu voyais par rapport à ça? Tout simplement, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que dans ce combat-là, en tout cas, ce n'est pas une défaite qui va détruire la carrière d'Oumar Sy à l'UFC. C'est une défaite qui va lui faire apprendre plein de choses. Et puis même lui, il a réagi, de toute façon. On en reparlera plus tard. Et il a réagi à sa manière. On a remarqué qu'il avait progressé en pied-point. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu. C'est qu'il y a eu de la progression vers le pied-point. Mais pourquoi? Ouais. Pourquoi avoir progressé en pied-point alors que dans cette catégorie des moins de 93 kilos, quand tu es un lutteur grappleur du niveau d'Oumar Sy, tu bats 80 voire 90% de la catégorie. Et c'est simple et ça se voit sur ce combat-là. Le round 1,
il le perd parce qu'il boxe. Le deuxième, il le gagne parce qu'il lutte. Et le troisième, il le perd parce qu'il boxe. Oui. Alors, on aurait pu se dire que dans le premier round, il trouve pas la distance. Dommage. Le deuxième, il a réussi à trouver. Bon, c'est du temps de contrôle. C'est comme ça qu'il prend le deuxième round. Oui. Mais pourquoi, et c'est la question qu'on peut se poser et que lui doit avoir la réponse, son camp aussi doit avoir la réponse, pourquoi ne pas avoir continué sur ce chemin de victoire dans le troisième round? Parce qu'en fait, il a été un peu plus compétitif debout, mais pas dans la phase où Oumar Sy devait être le meilleur, ou est le meilleur, est meilleur tout simplement qu'Alonso Menifield. Ouais, c'est encore une fois une histoire de stratégie dans un premier temps, puis ensuite d'exécution. Moi, je pense que lui, c'est ce qu'il voulait faire. Ce qu'il a fait dans le deuxième, c'est ce qu'il voulait faire de base. Maintenant, c'est vrai que quand tu vas travailler des choses à l'entraînement, ça va être plus naturel pour toi de les produire en combat. S'il a plus travaillé en sparring, en striking, par exemple, ça va être plus naturel de sortir ça pendant le combat et dans la première reprise. Peut-être aussi qu'il pensait qu'il aurait plus de succès que ça face à un adversaire qui, lui, n'a que ça à opposer, en fait. Clairement, Menifield, c'est un combattant qui travaille de façon relativement simple. Sa force, elle réside justement dans sa puissance de frappe, dans son athlétisme, mais il travaille sur un coup. C'est rare qu'il travaille en combinaison. Donc là, c'est un combat qui lui convenait parfaitement. Même quand il se fait contrôler contre la cage, il perd le round parce qu'il se fait contrôler, clairement. Et il y a la lutte, et puis il y a un takedown qui passe pour Oumar, même si Menifield réussit à se relever. Moi, j'ai l'impression que celui qui dépense le plus d'énergie dans cette affaire, c'est Oumar, encore une fois. Donc même dans ce deal d'avoir gagné le premier round, il perd quelque chose, quelque part, non? Ouais, non, mais exactement. C'est en plus, nos confrères de Fight Minds en avaient parlé eux aussi. C'est que il s'est entêté à vouloir absolument le faire tomber au sol. Ouais. Il a changé. On voit dans la phase de lutte dans ce deuxième round. Donc, il trouve un très bon timing. Alonso Menifield défend bien, un bon timing aussi de sa défense de lutte. Il arrive à le contrôler contre la cage. Et en plus, la semaine d'avant, on a un Merab Dvalishvili qui lui change tout le temps. Ouais. C'est le double leg, single leg, je retourne en gréco, je vois que ça fonctionne pas, je m'écarte pour après reprendre le single leg. Là, il y a quand même un contrôle de 2 minutes 30, 3 minutes dans ce deuxième round. Et sur les 2 minutes, Oumar essaye de garder soit la double leg, soit la gréco, et change pas vraiment de tactique pour le faire tomber au sol. Il y arrive, mais Alonso Menifield arrive quand même à se relever. Et on le sent un peu essoufflé. Normal, déjà on est dans le deuxième round d'un combat assez compétitif. On sait que psychologiquement aussi, ça doit être compliqué, mais il a au moins un chemin de victoire. Et s'il pouvait contrôler Alonso Menifield, en tout cas à la fin de ce deuxième round, on dit s'il contrôle Menifield le deuxième round, c'est bon, il est dessus, mais il arrive à... en fait, le game plan, c'est toujours de la boxe. Ouais. Et dans ce troisième round, il y a le coin de Menifield. Je sais pas si Oumar Sy ou son coin l'a entendu durant le fight, mais nous, on l'a très bien entendu dans l'inter-round et aussi durant le troisième round. Son coin lui dit à Alonso Menifield, le 3-4 passe tout le temps. Oui. Donc, en fait, le 3-4, c'est pas à toi que je l'apprends, mais bon, pour les auditeurs, c'est crochet très large, que ce soit à droite ou à gauche. Et en fait, oui, ça passait tout le temps. C'était même pas du en ligne. C'était vraiment le 3-4 des combinaisons de boxe anglaise passait pratiquement. Je dis bien pratiquement parce que souvent, il a un bon coup d'œil aussi, Oumar. Il arrivait soit à protéger, soit à esquiver. Mais les coups les plus durs qu'il a pris, c'était des 3-4. C'est cela, effectivement, parce qu'en plus, c'est des coups qui sont compliqués à défendre quand tu as déjà un problème de distance. Et puis quand tu es fatigué, où tu vas moins réussir à bouger la tête et le buste, c'est des coups qui vont être plus compliqués à défendre si tu n'as pas envie d'être dans cette distance-là. Donc, en fait, Menifield, il a été simple, mais il a fait des bonnes choses. Parce qu'on peut toujours parler d'un combat qui perd. Moi, j'aime bien dire aussi qu'il y a un combattant qui gagne dans cette affaire. Et c'est pas juste parce que Oumar Sy n'a pas tout fait que Menifield a gagné. Menifield, il a fait ce qu'il devait faire. Et ça a collé à son game plan et ça lui a permis de remporter la victoire. Donc c'est une victoire relativement simple. J'ai regardé aussi en termes de décision, tout le monde est quasiment d'accord. Je crois qu'il y a 3 sites qui mettent Oumar devant. On parle beaucoup là de ce qu'il a fait, de ce qu'il a entrepris, mais qu'il n'a pas bien fait, du coup, Oumar, notamment dans le deuxième en parlant de lutte. Mais qu'est-ce que tu penses qu'il lui a manqué à Oumar Sy? Alors, c'est dur à dire comme ça à froid, parce qu'à chaud, c'est encore plus compliqué à trouver la solution. C'est plus, je dirais, Oumar Sy qui n'a pas... Là, désolé, hein, c'est vrai, c'est ce que je pense, c'est Oumar Sy qui n'a pas gagné son combat alors qu'il avait la voie... je dirais pas royale non plus, parce tracée, que en tout cas, la voie était tracée. Donc lui... a les explications, il n'a pas voulu les donner dans son message, bien évidemment, mais il doit y avoir
quelques raisons, mais il est plus stratégique le problème. Donc c'est ça auquel il faut penser, c'est que Nicolas Hoth le dit assez souvent, et on en a parlé en off avec Yacine Zaouini, c'est que tu as ton point fort, travaille-le jusqu'au bout, travaille encore et encore ton point fort, parce que c'est ça qui va t'emmener au sommet, c'est ça qui a emmené pratiquement tous les champions UFC au sommet. Exactement. Et le point fort d'Oumar, on ne l'a pas vu, on l'a vu que très peu dans ce combat-là, alors que peut-être qu'Alonzo Menifield avait quelque chose en plus que nous, on n'a pas vu et que Oumar a vu durant son combat. On répète assez souvent qu'ils sont deux dans la cage, eux seuls ont la vérité du combat, et même les hommes de coin peuvent voir, mais ils ne ressentent pas ce que ressent l'athlète. Là, le souci, il est stratégique, mais comme je le disais en début d'émission, c'est une défaite. Dire ça fait un peu pas mauvais perdant, ou genre on perd, mais c'est pas grave, l'important c'est de participer. Mais c'est une défaite qui va faire grandir, parce qu'il pouvait gagner, il sait sur quoi il doit travailler, et puis Oumar, il reste toujours très proche du top 15. Si on lui donne pas à Alonzo Menifield une revanche, on lui donnera un 14, on lui donnera à Gouskov. Walker, il suffit d'une autre défaite pour qu'on lui donne. Voilà, la défaite, elle n'est pas technique, elle est purement stratégique. Ouais, je pense aussi. Je pense pas, moi dans mon analyse en tout cas, je crois pas, mais il y a que lui qui peut le dire évidemment. Donc nous on est là, on peut que analyser sur notre fauteuil. Moi je crois pas qu'il y ait eu un problème physique vu le deuxième round qu'il fait, où il met beaucoup de pression contre la cage. Ça veut dire qu'il avait une certaine capacité en tout cas en termes de cardio et en termes de résistance physique pour pouvoir faire ce qu'il a fait, même si on le dit, peut-être qu'il s'entête un peu et qu'il se trompe. Ensuite, dans le troisième, c'est un peu plus dur. Même quand il arrive à l'amener au sol, en fait, si c'est Oumar qui est un peu plus frais, moi je suis persuadé qu'il peut le garder au sol, qu'il peut mieux travailler sur son grappling et qu'il peut terminer assez vite, en fait, tu vois, parce qu'il se retrouve assez rapidement dans le dos. Donc, moi je suis assez d'accord. Je pense que c'est stratégiquement, et même si je l'ai dit en préambule, il y a des combats que tu vas gagner, d'autres que tu vas perdre. Moi j'aime bien mettre la lumière sur celui qui a gagné, mais il faut aussi dire quand celui qui a perdu avait une grosse possibilité de gagner en faisant les bonnes choses et qu'il a pas pu les faire. Il les a pas faites, en tout cas, ça c'est factuel. Pourquoi il les a pas faites? Ça c'est lui qui a l'explication. Peut-être qu'il la donnera, peut-être qu'il la donnera pas. Ça, on va pas lui prendre la tête non plus. Je pense qu'il est déjà suffisamment déçu et il sait lui, de toute façon, mieux que personne à quel point il pouvait gagner ce combat, encore plus que nous. Donc, puis c'est quelqu'un de réfléchi, c'est quelqu'un d'intelligent, son coin aussi, sa boîte de management, ils sont tous intelligents là-dedans. Ils vont analyser, ils vont repartir, et il est sur je crois que c'était son deuxième camp complet avec l'ATT maintenant. Oui, c'est ça. Donc il y a des choses à voir aussi peut-être de ce côté-là, parce que il y a toujours, moi j'aime bien le remettre ce sujet sur la table, Anthony. On sait que en Europe, lui, sa montée, il l'a fait en Europe, en s'entraînant en France, en ayant son organisation. Derrière, quand tu vas à l'ATT ou quand tu vas dans un autre gros camp aux States, certes, tu vas avoir un nombre incroyable de sparring, mais en même temps, tu es un autre poisson dans un immense océan de combattants sous contrat à l'UFC ou au PFL, etc. Donc, je dis pas que c'est un mauvais choix, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que tu te prépares de manière différente du coup. Ouais, mais c'est ça, parce qu'en Europe, et donc Nassourdine, Nicolas Hoth, et même Fernand Lopez en début de carrière avec Sirigan avait montré une voie qui pouvait fonctionner. Il l'a montré aussi avec Francis Ngannou, c'est que oui, c'est une salle où il y a plein de combattants, mais on sait lesquels combattants l'entraîneur prépare. Donc c'est pas une cloison non plus, mais c'est un cocon pour le combattant. Il a son coach, son entraîneur de lutte, son sparring lutte, son sparring à thème boxe, son sparring taille. C'est vraiment une structure pour un combattant et pas une structure avec des combattants. Oui. En plus, on sait qu'à l'ATT, c'est Dustin Poirier qui l'avait dit dans une interview qu'on avait repris pour le film avant Benoît Saint-Denis, c'est qu'à l'ATT, il y a des groupes. Oui, c'est vrai. C'est que c'est bien, oui, Gamrot, Poirier, Tsarukyan, ils s'entraînent tous à l'ATT. Ouais, mais il y a que Dustin Poirier et Gamrot qui se calculent. Tsarukyan, il les connaît pas, il est même prêt à les affronter tellement en fait ils se croisent presque jamais. C'est une structure tellement grande, il y a tellement de combattants, c'est que tu croises pas tout le monde. Oui. Donc difficile aussi d'avoir ton propre coach, ton propre cocon avec tes sparring partners, parce que ça change tout le temps. Il l'avait dit à nos confrères de Jive Life. Ouais, exactement. C'est qu'il fait énormément de sparring et de sparring différents. Voilà, beaucoup de sparring et puis aussi beaucoup de prépa physique. Ce qu'il a dit aussi à RB, c'est qu'il y avait beaucoup de prépa physique derrière, beaucoup de choses comme ça. Encore une fois, c'est juste que c'est des éléments que je veux qu'on donne. Pour moi, c'est important de les donner parce que pour moi, c'est quelque chose aussi qui est important. On a vu d'autres combattants aussi, dont des champions comme Johanna Jedrzejczyk qui a changé, qui est parti à l'ATT. Derrière, c'est devenu plus compliqué. Donc,
il y a au moins l'élément de digestion de ce changement de vie sportive, entre guillemets, et de voir ensuite si c'est fructueux ou pas. Donc, écoute, on verra par la suite. Tu en as parlé un tout petit peu tout à l'heure, Anthony. L'impact sur la trajectoire qu'il est en train de créer à l'UFC, et je vais donner la parole juste derrière. Personnellement, moi, je pense qu'il est minime. Je pense qu'il ne faut pas trop en faire sur la défaite. Il ne faut pas croire qu'il va redescendre de 100 places. C'est une catégorie où tout est ouvert. Comme tu l'as dit, il y a des mecs qui descendent assez vite, mais qui ont un nom, qui ont un profil. Il suffit que tu battes un mec comme ça, boum, tu remontes et tu passes dans le classement. Donc, moi, sans développer davantage, je vais te laisser la parole là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas un gros impact. Non, il n'y a pas de gros impact, surtout dans cette catégorie-là, ou les deux autres catégories qui peuvent être peu fournies à l'UFC. C'est très compliqué d'avoir ce genre de profil, mais en MMA et même en sport de combat, parce que c'est des poids lourds. Ce sont des poids lourds qui cut. Et la plupart, ils vont soit en poids lourd, soit vraiment, ils essayent d'avoir beaucoup plus de puissance et descendre en 84. Oumar, il a quand même le profil pour réussir dans cette caté. Lutteur, grappleur, il a 4 soumissions, 4 KO, je crois. Il finit ses combats. Apparemment, de ce que on avait entendu de Guillaume Pelletier sur certaines interviews sur YouTube, c'est qu'ils ont eu des discussions avec Dana White, ils ont eu des discussions avec l'UFC. Ils vont pas lâcher Oumar Sy comme ça. Il a fait l'event, il a fait son combat. Tout le monde a déjà perdu à l'UFC. Merab Dvalishvili, il a perdu ses 2 premiers combats à l'UFC. Islam Makhachev, il a pris un KO qui l'a laissé froid. Il est devenu champion après. C'est Patrick Abiroa qui en parlait avec nous. Il faut avoir, et Mathis Duragrand en a parlé aussi au Fighter Club Sunday hier soir, il faut avoir cette culture de la défaite, parce que la défaite, c'est normal. Il y a des noms, on va retenir Khabib, on va retenir Mayweather, Andre Ward, qui ont des euros, mais c'est minime. C'est des minorités. Il ne faut pas construire son regard de fan ou d'analyste là-dessus, vraiment. C'est un sport de combat. La défaite a fait partie du truc, du chemin. Et encore plus dans cette catégorie, on a eu des Glover Teixeira qui sont devenus champions à 40 balais après avoir perdu à chaque fois ce qu'on disait des demi-finales mondiales, etc. On a Ankalaev, tellement il lui arrivait des galères dans sa carrière, plus personne pensait qu'il aurait une chance pour le titre, il est champion actuellement. Alex Pereira qui se fait mettre KO contre Izzy, qui vient récupérer la ceinture derrière. C'est historiquement cette catégorie-là, en dehors du règne sans partage de John Jones, ça a toujours été, ça change, tout le monde gagne, tout le monde perd, etc. Donc, tout le monde, dans cette catégorie-là, tout le monde n'est qu'à 4 victoires d'un combat pour le titre, 3-4 victoires, quoi. Moi, c'est exactement ça, parce que dans une catégorie où Alex Pereira l'avait tout le monde et que Ankalaev avait lui aussi de son côté lavé tout le monde, en fait, le champion, à part une revanche contre Alex Pereira, il n'a pas grand monde à affronter vu qu'il a déjà battu tout le monde en dessous. Exact. Oumar, vraiment, là, un combat de reprise, il n'y a pas de souci, on gagne, un finish, on reprend une victoire. Enfin, je dis on. Lui reprend une victoire. Un combat contre un top 10 et un combat contre un top 5. Et le title shot est assuré pour fin 2026 ou début 2027. C'est pas une défaite qui va le faire dire Dana White, ah non, il a perdu. C'est pas dans les catégories genre 61, 70, 66 où en fait tu dois te taper tout le monde encore une fois si tu veux remonter. Chance. Voilà, c'est ça. Là c'est dur. Là c'est moins dur. Il y a pas grand monde en fait qui tape à la porte d'un title shot. C'est une catégorie qui faisait énormément vendre, qui le fera plus si Alex Pereira ne combattra pas Ankalaev. Donc ils ont besoin de ce genre de profil où il finit ses combats. Il est très intelligent, donc et puis on a confiance au management pour bien revenir, ne pas revenir trop tôt ou bien choisir ses combats comme ils ont pu le faire depuis le début de la carrière d'Oumar. C'est une seule et unique défaite. Oui, voilà, c'est une défaite. Et il s'est pas fait dominer. Voilà. 2-1, voilà, ça va. Je pense qu'il faut pas. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que je veux dire. La défaite, elle est là, elle est claire, factuelle. Et tout est relativement simple à analyser dans cette défaite, donc il n'y a rien à dire. Il lui-même le dit en réaction Oumar Sy. Maintenant, voilà, je pense que sur la suite de sa carrière, il ne faut pas l'enterrer tout de suite. Mais moi, j'ai quand même une question qui est importante parce que j'ai lu pas mal de choses en ce sens-là depuis la fin de son combat, que ce soit sur X, j'allais dire Twitter, mais il faut qu'on dise X tout le temps, ou sur d'autres réseaux, que les médias français l'auraient surcoté. Oumar Sy, est-ce qu'on l'a surcoté, Anthony ? Alors, je vais faire quelque chose que normalement les journalistes n'aiment pas. Je ne vais pas répondre à ta question parce que je dirais qu'en fait, tu me donneras ton avis après, mais j'aimerais bien un peu épiloguer là-dessus, mais un peu au moins donner un peu mon avis, si je peux le faire. Je trouve que le monde quand même a été dur avec Oumar Sy ce week-end, les retombées
ont été méchantes et ils font mal. Axel Sola aussi, qui a combattu à la RES 31, qui n'a pas été content de sa performance, et le monde du MMA n'a pas été content de sa performance. Et je dirais que c'est notre faute. Quand je dis notre, je dirais journaliste, médias. Je sais que toi, c'est pas ton cas, parce que je te mets pas avec nous, parce que t'as jamais aimé ce mot de surcoté, t'as jamais surévalué quelqu'un. Mais je dirais que les retombées, ce sont pas la faute des combattants, mais plutôt de nous, les médias, chroniqueurs, créateurs de contenu MMA, parce que les combattants MMA, je trouve qu'on les vend trop vite. À partir de 3-4 combats, on les vend déjà comme la next big things, celui qui va tout retourner. Et on parle comme si atteindre le top 10 de l'UFC, c'était qu'une formalité. On fait des vidéos, des posts, des mini-docs, des tweets avec des flammes, la nouvelle pépite. On a déjà parlé de combattants qui étaient en 1-0 au COF en disant le nouveau diamant du MMA ou la nouvelle pépite du MMA. Et je trouve que ça, déjà, ça donne ils s'en mettent déjà assez de la pression, mais ça rajoute une autre pression sur les combattants MMA. Donc déjà, c'est la pression, mais ça peut être encore pire. C'est que les combattants MMA peuvent y croire. Ah ouais, je suis déjà arrivé à ce stade-là. Alors Bolivian hype. Mais voilà, ils ont déjà une hype, alors que potentiellement, ils l'ont pas. C'est un truc qu'on n'a pas dans le MMA, alors que dans le foot ou dans les autres sports, il y a un cadre, il y a les centres de formation, faut passer tes classes, et en fait, t'es pur, parce que tu commences ton centre de formation, il y en a qui vont pas réussir. Oui. Et chaque classe, c'est enlevé, il y a une ou deux pépites qui vont sortir. Et en MMA, ça se tend à être structuré, mais ça ne l'est pas pour l'instant. Ça fait qu'un prospect, aujourd'hui français, en 7 combats, potentiellement, il peut être à l'UFC. Sauf que l'UFC, il faut bien préciser que c'est l'élite mondiale. Oui. C'est pas une suite logique dans une carrière de MMA. Il y a des personnes, et Patrick Abirora l'avait bien dit avec nous, il y a des combattants qui n'iront jamais à l'UFC, même s'ils sont juste bons. Oui. Bon, après, je dis pas que Oumar, il est dans ce cas-là. Il va revenir, il est lucide, il va progresser. Mais son combat, à lui et celui de Axel Sola, il doit servir de leçon à nous, les médias et tous les autres créateurs de contenu. On doit apprendre à analyser, mais pas mythifier les combattants de MMA, à mettre en lumière, oui, mais pas fabriquer en fait des messies toutes les 2-3 semaines. Le nouveau Zidane. Oui, voilà, le nouveau Zidane, le nouveau Cyril Gann, le nouveau Manon Fioron. Oui, de toujours trouver un nouveau quelque chose. Manon Fioron, oui. Apprendre à dire la vérité, mais même quand elle dérange, pour que tout le monde comprenne et que personne ne se vexe. Oui, on peut dire que ce combattant-là, il est bon, mais on peut dire aussi qu'il n'est pas prêt. C'est pas une attaque personnelle, c'est juste une lecture. Parce que sinon, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que ton combattant, déjà que le combat était assez bien passé pour le savoir, le stress émotionnel, le stress psychologique, le stress psychique, ça tellement... Et là, en fait, tu prends un sac, tu lui rajoutes toutes les attentes des médias, toute la pression que lui se met, toute la pression que son coin lui met, et en fait, il trébuche. Et tu t'attendais à quoi, en fait ? C'est sûr qu'il allait le faire, et après, tu le lâches. Non, c'est pas soutenir un sport, selon moi, et moi, j'ai envie de soutenir mon sport, et en fait, je veux pas qu'il explose en plein vol, et c'est avec ce genre de combat et ce genre de réflexion qu'on avancera petit à petit et qu'on tendra à devenir le sport numéro 3, 2 en France, parce que je pense qu'on ne dépassera jamais le football, et devenir un de ces sports-là. C'est ce que je voulais dire. J'étais peut-être un peu long, mais c'est ce que je voulais dire, parce que les retombées, je trouve, Oumar, elles étaient dures quand même, et celles d'Axel Sola aussi, elles étaient dures, de la part de tout le monde. C'est pour ça que je te pose la question, c'est parce que j'ai vu des choses par rapport à ça, et on essaie toujours de chercher des coupables quand il y a la défaite d'un combattant, tu vois. On va multiplier le nombre de coupables, et donc ça va vite retomber sur le coin de la tête des médias, du manager, des fans. Et en fait, c'est un écosystème, tout simplement. C'est un écosystème qui a 5 ans aujourd'hui, donc qui essaye de sortir de son stade embryonnaire. Et donc, il faut apprendre, il faut grandir, il faut prendre des coups, il faut tomber, il faut se relever. Et ça, c'est un effort collectif à faire. Donc, c'est le sens de ton message. C'est comme ça que je le prends. Et de se dire que, à la fois, il faut faire attention à comment on labellise les combattants, mais aussi, il faut faire attention à ce que, quand certains messages sont dictés par les médias, il faut aussi le prendre comme tel. Quand on dit qu'un combattant il est bon, c'est qu'il est bon. On n'a pas dit que ce combattant-là ne perdra jamais de sa vie. On dit simplement qu'il est bon et qu'il rentre dans une ligue où il n'y a que des mecs qui sont bons.
Et dans une ligue où il y a que des mecs qui sont bons, ça donnerait une super ligue là, de foot qui font bientôt là. Je sais pas s'ils vont la faire ou pas la faire. Où t'as les 40 meilleurs clubs du monde et tu t'imagines bien qu'il y en a pas un qui va rester invaincu. C'est la même chose. Donc on a un Khabib qui arrive de temps en temps, on a des combattants invaincus qui arrivent, mais c'est 2 sur 1 million et on risque pas d'en voir de sitôt. Donc écoute, tu m'as dit que tu n'allais pas me répondre, mais tu m'as plus que bien répondu, Anto. Donc, Oui, j'ai un peu tourné la question. Voilà, je vais laisser ça à vous, réagissez, donnez-nous notre avis parce que on est prêt à faire notre autocritique et je dis on parce que même si tu m'exclus du socle, je suis dedans. Je déteste le mot surcoté parce que je pense qu'on évalue les personnes à leur juste mesure de base. Par contre, comment ça buzz derrière, ça t'y peux rien. Ouais, c'est ça. C'est la personnalité du gars qui va entrer dans ligne de compte, etc. Donc surcoté, non, je crois pas que les médias surcotent des combattants. Je pense qu'il y a certains combattants derrière, par contre, qui peuvent faire exploser leur hype parce qu'ils ont ce truc. On a eu Patrick qui était sur cette chaise. Un mec comme lui, forcément, il va aller chercher plus de gens, il va faire plus de bruit. Et le jour où il tombe, on va nous dire qu'on a fait des émissions avec lui, qu'on l'a surcoté. C'est un peu trop facile comme raccourci. C'est ce que je voulais dire, en fait, comme message. Je pense qu'on est complet sur Oumar. On est complet sur Oumar, sur les retombées surtout. On peut passer au main event. On passe au main event et c'était le retour d'un des champions les plus dominants de l'UFC, de la catégorie welterweight, Kamaru Usman, Nigerian Nightmare, qui faisait son retour contre Joaquin Buckley, qui s'était fait une belle petite série de victoires, mais ça n'a pas suffi. Quel plaisir. On en parle, on fait des petits pronos dans la rédac. Une seule personne dans la rédac, tu n'étais pas là à ce moment-là, a mis Kamaru Usman gagnant par domination. C'était Yacine Zaouni, qui vous allez revoir dans les vlogs, hein, c'est lui qui part le plus souvent dans les Fight Night. J'ai comme score Baba, et 49-46, Usman, il domine les 4 premiers rounds sans discussion. Le vrai vintage Usman, celui qu'on a connu, celui qui a monté les échelons jusqu'à prendre la ceinture. Et il a juste failli couler dans le 5e quand Buckley a enfin capté le timing des takedowns. Ouais, exactement. Et puis on peut aussi donner comme élément qu'il était peut-être fatigué après avoir surdominé pendant 4 reprises, vraiment avoir frappé, parce que c'était pas juste du contrôle au sol, c'était pas juste du lane pray comme on disait avant. Non, il a mis au sol pour frapper, pour essayer de faire quelque chose. Donc évidemment que c'est énergivore, il avait 4 reprises dans le sac. L'idée c'était de ne pas reproduire ce qu'il avait fait contre Leon Edwards et de perdre tout ce que tu as fait dans la 5e reprise, surtout que le mec en face cogne. Donc il fallait faire attention. Oui, là par contre, il le savait Usman que Buckley frappait vraiment fort. Mais ce qui a fait la différence, et non, on va en parler, hein. Timing de lutte parfait, les 1-2, les jabs 1-2 lignes, double leg au bon moment, mais vraiment c'était criant comment c'était parfait. C'est que au moment où Buckley a les jambes sur le même axe, il partait dans le double leg, mais tout le temps et à chaque instant. En fait, c'est ça. Ce qui était bien, c'est que la boxe servait la lutte. C'est-à-dire que je vais boxer pour te mettre dans un déséquilibre, pour que tu perdes ta stance, pour que tes jambes se retrouvent sur le même niveau, pour que tu croises tes pieds quand tu te déplaces. Et à ce moment-là, je vais plonger dans tes jambes et je vais t'amener au sol. Par opposition à ce qu'on a dit avec Oumar, qui a peut-être lutté un peu trop tard et qui a fait plus de boxe et qui a lâché un petit peu ce qui fait sa force, Usman, pendant un temps, il était tombé amoureux de ses points. C'était devenu Usman Golden Gloves, qui boxait beaucoup parce qu'il a mis KO Masvidal. Il croyait un petit peu trop en son punch, il restait trop debout. Est-ce que là, Usman, il s'est dit, ok, je vais revenir à ce que je sais faire de mieux. Moi, je suis un lutteur de base, je vais boxer pour lutter, je vais t'amener au sol, je vais trouver du pétrole avec ta tête. C'est ça qui s'est passé, non? En fait, c'est qu'il ne l'a jamais laissé Buckley s'installer debout. Je dirais que Usman, il a fait une journée au travail, il est venu faire son job, il n'est pas venu faire plus que ça. Il n'est pas venu livrer une guerre en striking, il est juste venu faire son taf. Alors que, à contrario, Buckley, et c'est l'impression que j'ai l'impression qu'il est venu sans game plan. J'ai l'impression, ou il s'est juste fait dépasser par Usman, hein, c'est possible aussi, on va en parler. J'ai l'impression qu'il n'a fait aucune adaptation. Sa défense de lutte dans les 4 premiers rounds, elle est complètement à revoir. Et on avait vu des failles contre Nassourdine. À Paris, on avait vu des failles sur cette défense de lutte. J'ai l'impression que, en fait, il attend. Il subit des mises au sol, il se fait monter les jambes, il prend le ground and pound, il se fait même ouvrir dans le premier round. Et tout le reste du combat, t'as l'impression qu'en fait, il attend juste le coup dur pour le sécher. Je pense qu'en fait, tu l'as dit en préambule,
Il a une jolie win streak. Ouais. Il a mis pas mal de KO. Il s'est dit, bah en fait, les 77, c'est trop facile. Ouais. Les 77, j'ai juste à Ouais, les frapper, ils vont tomber. Exactement. Mais c'était qui cette win streak avec qui là-dedans? Bah, il y avait Wonderboy. C'est Ouais. c'est le plus. Alors, il y avait Wonderboy, je pense, c'est le plus grand nom qui l'a affronté parce que c'était Filao, Ruziboev qui avait pas mal de défaites aussi. J'en oublie sûrement d'autres, hein, mais la win streak, elle était montée Bah, à 6. t'avais- Vicente Luque. Voilà, t'as Vicente Luque qui est dans l'UFC depuis pas mal de temps. On a vu Qui ce qui s'est des passé, guerres, qui a pris- il y a pas voilà, longtemps. exactement. Donc t'as Wonderboy, je crois que lui et moi, on a sensiblement le même âge, ou qui est peut-être Oui. un tout petit peu plus vieux que moi. Moi, je suis là, lui est dans la cage, et respect. Hein, Oui, mais respect. bon, à un moment, il faut s'arrêter. Et le cadavre de Colby Covington. Colby Covington, oui, j'ai oublié, c'était Colby Covington. Et bah justement, bah t'en fais bien d'en parler, c'est que il a tellement mis KO de personnes en welter qu'il a dit bah ok, mais en fait les welterweight, j'ai juste à les toucher. Et il a défendu tous les takedowns, je vais y arriver, Ouais. tous les takedowns d'un semblant Ouais. de Colby Covington. Clairement. Et en fait, il est venu avec une confiance. Bah, elle était tellement haute qu'il s'est dit bah en fait Ousmane, il est sur 3 défaites, il a pas combattu depuis 2 ans, mais facile, Ouais. facile. Je pense que ça va aller. Et puis là, encore une fois, on peut parler aussi de la hype qu'il y avait autour de Buckley, qui est un petit peu gonflée artificiellement, parce qu'on parle de série de 6 victoires, on parle de chaos destructeur qui s'est réinventé. Alors, moi, j'ai beaucoup vu que Buckley se serait réinventé. Moi, c'est pas ce que j'ai vu, en fait. C'est pas quelqu'un qui s'est réinventé. Dans sa série de victoires, il a fait ce qu'il a toujours fait. C'est juste que, descendant des middleweight, forcément, si tu arrives à faire le cutting en étant en bonne santé, tu vas avoir un avantage de puissance, tu vas avoir un avantage athlétique. Et on l'a vu contre des adversaires qui, eux, perdaient en athlétisme, justement, à ce stade de leur carrière. Ousmane, c'est un freak. C'est quelqu'un qui va pas perdre en athlétisme. Je pense que Ousmane, ce sera le daron le plus fort du monde à 60 ans, tu vois. C'est ce qui va se passer à ce moment-là. Et vraiment, quand tu as un mec comme ça, un athlète aussi exceptionnel que Kamaru Ousmane, ça suffit pas d'être un gars qui casse la distance et qui a un très bon crochet du bras avant. Ça suffit pas contre un mec comme lui. Et Ousmane, il l'a emmené à l'école, tout simplement. Bah en fait, t'as tout résumé dans ce combat-là. Et en fait, on va quand même parler quand même de 5e round, c'est parce que Oui, bien sûr. on peut pas dire que non plus Buckley n'a pas été dangereux du tout. Non, il est dangereux. Il sera toujours dangereux. J'ai toujours peur, et je sais pas si c'est à partir du moment du headshot dead que j'ai commencé à avoir peur de la défense d'Ousmane, mais debout, la défense, elle est pas si clean que ça. Non. En fait, c'est simple, dans tous les rounds, donc Ousmane, tout simplement, il a tout dominé, mais il y a au moins, sauf dans le premier round, 2, 3, 4, un momentum pour Buckley, où dès qu'il accélérait, il y avait toujours ce ah ouais, non, attention, le menton est un peu trop, il est un peu trop haut, la garde est un peu trop basse. Ousmane, tu commences à nous faire peur sur ton assise défensive là. Mais c'est quelque chose, si tu veux, Ousmane, qu'il a toujours fait. Et ça me surprenait un peu qu'on mette ça beaucoup sous le tapis, tu vois. Parce qu'il gagnait. Quand tu gagnes, c'est cool. Mais contre Burns, alerte rouge. Il tombe sur un jab. C'est très dangereux ce qui se passe pour lui. Contre Edwards, la même chose. Tu vois, il prend. Et puis contre Masvidal, il y a eu 2-3 fois aussi, avant de mettre KO Masvidal, dans le premier round, tu dis, oula, s'il fait pas attention, en face, ça frappe. Ça peut descendre. Donc, il a toujours eu ces petits problèmes défensifs. Mais c'est pour ça que je dis que Ousmane, son problème à un moment, c'est qu'il s'était pris pour un Golden Gloves. Parce qu'il pouvait mettre KO, parce qu'il tapait, mais que défensivement, il n'avait pas ces choses-là. Il y avait beaucoup de choses qui lui manquaient en termes de capacité défensive, de bouger la tête, le buste, surtout ses jambes. Il a une stance très, très large, comme tous les lutteurs, tu vois. Donc, il y a beaucoup de choses à corriger. Effectivement, je pense qu'il était revenu chercher de la confiance aussi, Ousmane. Et ça s'est vu parce qu'il était très ému. Et c'était l'adversaire parfait. Je pense que Buckley, c'était l'adversaire parfait. Sur une win streak de 6 victoires, un mec qui, techniquement, bah, t'es juste 2, 3, 4, voire 5 fois meilleur que lui. Ouais. Franchement, ça m'a fait mal au cœur, moi, quand j'ai vu que Buckley était favori contre Ousmane sur tous les sites de Paris. Le manque de respect, quand même. En fait, ok, enfin, historiquement, il peut pas être favori, Buckley. C'est juste, sur les 2 dernières années, oui, tu le mets favori. Mais techniquement, tu le mets pas favori. C'est inconcevable de le mettre favori. Il y a un petit problème de lecture quand même. Il y a un petit problème de lecture de ce qui s'est passé dans la galaxie du MMA. Même s'il n'a pas combattu pendant ces 2 années-là, Ousmane,
Son dernier combat, c'est un short notice dans la caté du dessus, où il est pas loin de... Pas ridicule, tu pas vois. du tout. Donc, ouais, je trouvais que c'était un peu bizarre aussi, cette affaire-là. Mais qu'est-ce que ça signifie maintenant, le fait qu'il ait gagné Ousmane? Parce que moi, j'ai envie quand même de faire attention, tu vois. Bon, le but, c'est de dire, ouais, il a battu Buckley en faisant son truc. Dans le 5e, c'est quand même un peu dur. Mm. Il y a des moments dans le combat où tu l'as dit, il est quand même un petit peu en danger. Qu'est-ce qu'on en fait, en fait, de cette victoire-là? C'est title shot directement, le prochain? Ah non, il faut le combat Jack de la Maddalena, Islam Makhachev. Ouais. Il l'a même dit, Ousmane, ce combat, il doit avoir lieu. Ouais. Parce que pour tout ce qu'a fait Islam en moins de 70, il a défendu contre Volk 2 fois. Ok, vas-y, bah prends ton title shot en moins de 77 et après, c'est moi. Oui, c'est vrai que sur le papier, ça fait vendre. Ancien ancien numéro 1 Pound Pound contre le nouveau numéro 1 Pound Pound. Si Islam remporte la ceinture des moins de 77, qui, selon moi, je ne doute pas qu'il va l'emporter, bah non, je pense pas qu'on devrait lui donner un... C'est vrai qu'historiquement, tu devrais lui donner. Il a dominé tellement la KT, mais il a déjà eu sa revanche contre Edwards qu'il a perdu. Moi, j'ai envie de dire, historiquement... Il l'a déjà perdu, en fait. La revanche, il l'a, et il l'a déjà perdu. Oui. Donc, oui, t'as battu Buckley, mais il faut pas oublier que t'es sur 3 défaites consécutives, et qu'entre-temps, il y a un nombre de moins de 77 qui sont montés. La catégorie, elle a complètement changé. Bah oui, Brady, Rakhmonov, Yann Gary, tous ces mecs-là sont montés. Mohamed a pris le titre, donc en fait, un Ousmane contre Belal Mohamed, ça fait longtemps qu'il se cherche. Bah ouais, faites-le, c'est possible. Ça fait sens. Ouais, pour moi, ça fait Le sens. champion qui a perdu sa ceinture, qui a besoin de rester Et c'est un nom, haut dans le Ousmane. classement. Encore. Ousmane, c'est toujours un nom. Je pense que c'est un combat à faire. Puis surtout, je pense que en étant honnête, c'est pas suffisant une victoire contre Joaquin Buckley pour pouvoir retourner Numéro 7 de la challenger catégorie. pour le titre. Si on était sur les light heavyweight, c'est une victoire qui aurait suffi. Bah, tu peux être 7ème apparemment et avoir un Ouais, title shot tu vois. en light heavyweight. Là, c'est pas le cas. Là, c'est une catégorie maintenant dans le top 5, top 10, c'est chaud. C'est chaud, il y a beaucoup de monde, c'est chargé. Les places valent cher. Il y a des mecs qui sont passés par tous les étapes pour arriver dans la position dans laquelle ils sont aujourd'hui. Yann Gary, il a pris tous les risques, très clairement. Oui. Donc, je pense que c'est quelqu'un qu'il faut récompenser aussi. Et voilà, ça en passe par là. Il y a des Sean Brady qui méritent sa chance pour le titre. Pour l'instant, il n'y est pas parce qu'il y a du monde, encore une fois. Et vu la physionomie, il a fallu faire monter en plus un Makhachev comme si ça suffisait pas. Donc ouais, voilà. Je pense que c'est super cool pour lui qu'il ait pris cette victoire-là. C'était important. Le combat contre Mohamed, il se fait tout seul. Ça se construit en fait la catégorie des moins de 77. C'est pas une mauvaise chose qu'Islam monte, parce qu'un Jacques de la Maddalena, Islam, ça se fait. Belal, Ousmane, Brady il vient de battre Edwards, il se chauffe avec Yann Gary. Ouais. Bah vas-y, récompense Yann Gary pour tout ce qu'il a fait. Fais-le affronter Brady pour un title shot eliminator. Pourquoi pas. Ouais. Il y a Rakhmonov encore avec sa blessure, on sait pas quand il va revenir, Ouais. mais tu peux le faire affronter Edwards, tu peux le faire affronter le gagnant de Mohamed contre Ousmane. Il y a aussi Morales Ouais. qui monte, qui vient de Bon. battre Burns par KO, qui est en 18-0. C'est chaud. Les moins de 77, va falloir compter dessus. C'était une catégorie qui était un peu morte il y a 3-4 ans de cela. Bah maintenant, en fait, tu vois qu'elle est complètement renouvelée. C'est la meilleure aujourd'hui? Dur de dire que c'est la meilleure. Ouais. J'aimais beaucoup les moins de 66 avant que Topuria monte en 70. Ouais. Je trouvais qu'il y avait quand même du renouvellement. Je suis en train de tomber amoureux, et je vais faire mon Herbie, je suis en train de tomber amoureux des moins de 57. Merci. Joshua Van, Tatsuro Taira, Ouais. Lunir Kavana, je sais plus si c'est un 57 ou un 61, mais c'est les petites. Moi, je te dirais les deux. Ces deux catégories-là, Bantam et Fly, c'est... Ouais, je suis en train de tomber un peu amoureux de ces catégories-là. Techniquement, c'est très fort. Ouais. Ça tombe, il y a des soumissions. Les combats sont pas souvent hauts dans la carte, mais qu'est-ce qu'ils sont... J'allais dire une insulte. Qu'est-ce qu'ils sont bons ces combats. Ouais. Non, c'est clair. Moi, je suis assez d'accord. Mais en tout cas, c'est clair que Welter, ça devient très intéressant. Oui, Ça devient oui, super bien sûr. intéressant. C'est une catégorie. Ça devient très très bankable. Ouais, ça c'est clair. On est d'accord là-dessus. Bah écoute, sur Ousmane, on verra. Hein. Je pense qu'il va retourner à ses affaires de podcast pour le moment, tranquillement, et puis qu'il va reprévoir le combat contre Belal Mohamed parce que. Enfin un vainqueur dans le podcast Pan Pound, parce Ouais. qu'avec Cerudo Ils et avaient du mal. Ousmane, ils étaient sur une win streak de 6 Ouais, c'était défaites. dur. C'était chaud. C'est clair. Il y a une autre combat, on va en revenir très rapidement, hein, qui est intéressant peut-être pour nous. C'est Rosna Mayunas qui faisait son retour et qui a battu Miranda Maverick. Le combat il est relativement simple. Rose a dominé. Elle a fait ce Ouais. qu'elle sait faire. Clairement, mobilité, vitesse de bras.
Impact quand il fallait, elle envoie son adversaire au tapis dans le 3e, elle s'adjuge la victoire et d'un seul coup, elle revient dans les conversations pour le titre. Qu'est-ce qu'on en fait de ça par rapport à ce qui s'est passé? Bah, c'est un peu compliqué cette catégorie des moins de 57. Rose Namajunas a un nom, mais comme on le disait pour Ousmane, elle a eu quand même des défaites entre-temps. Elle a perdu contre Manon, oui, Ouais. c'était serré à demi-mot. Hein. Pour moi, Manon quand même domine outrageusement le combat. Il y a cette coupure qui change un Ouais. peu tout. Elle est 7e au classement. C'est difficile de lui donner un title shot, surtout qu'elle a perdu contre Manon qui est au-dessus d'elle, Ouais. contre Blanchfield qui est au-dessus d'elle. Non, il lui manque encore. En plus, je trouve que dans cette catégorie-là, Rose n'arrive pas à être à son plein potentiel comme elle pouvait l'être en moins de 52. Je Oui. trouve que physiquement, il y a un gap. Ouais, elle est petite. Hein. Il y a un gap. On le voyait déjà contre Manon. Ça s'est vu aussi avec Blanchfield et ça s'est vu contre Maverick. Bon, là, Ouais, elle ouais, gagne. aussi, ouais. Bah, elle gagne, mais il y avait une différence. Ouais. Mais il y avait une grosse différence physique et au niveau puissance, il y a de la différence aussi. Ouais. Elle disait, elle, que les cuttings, elle voulait plus trop en faire. Ouais, je pense que tu peux le payer quand même sur ta carrière de pas faire de cutting là parce qu'en moins de 57, ça va être très très vite bouché avec Valentina, Alexa, Manon, Blanchfield, Barber si elle décide de combattre un jour. Il y a Natalia, enfin il y a du monde. Ouais, il y a un gros top 5 qui va être compliqué à déloger. Déjà qu'il y a une championne qui est compliquée à déloger. Le top 5 pour moi, il est en fait dans cette catégorie des 57. Il y a du top 6 au top 15 et même en dessous, ça se bat, c'est à peu près le même niveau. Il y a un gap pour aller au top 5. Ouais. Encore un gap pour aller au statut de Manon. Et il y a encore un cap au-dessus pour aller à Valentina. Parce que je suis d'accord, ce truc-là, je pense que ce combat-là a été surtout pour voir si Maverick elle était capable de passer ce step-là. Oui, je pense aussi. Elle n'a pas été capable de le faire, donc moi, à mon sens, ça conforte complètement Manon Fiorot qui est pour l'instant dans son fauteuil. Elle va pas bouger de là comme ça et voilà, elle va faire ses combats qu'avec les gens du top. Et puis, un combat Rose, pour le titre. il va falloir au moins gagner une deuxième fois là, oui. et puis voire même une autre fois encore, je pense. Ouais, il va falloir enchaîner les victoires pour Rose, et donc il va falloir qu'elle soit très active, hein, parce que dans cette catégorie-là, ils ont tendance à attendre. Exactement. Et l'UFC, ça n'a pas l'air de les déranger en ce moment de faire attendre tout le monde. C'est clair. C'est clair. Pour finir sur l'event, il y a eu juste des combats intéressants. Il y a surtout eu 3 gros KO, enfin 3 gros finishes. Il y a le finish de Rowe d'abord, qui perdait le combat, mais qui trouve la solution en fin de combat. Moi, j'aime bien son style. Il est grand, il est trop grand même pour cette KT. Ouais. Mais c'est génial. Moi, je trouve le cutting doit être compliqué. Ouais, ça doit être compliqué, c'est clair, mais il apporte quelque chose de différent, tu vois. Moi, j'aime bien. Et puis, quand il a fallu appuyer sur l'accélérateur, il l'a fait. Donc gros coup de chapeau à lui. Puis, il y a eu 2 énormes KO. Waymaker encore. Ah, ça, c'est mon KO de la soirée. Ouais, super. En plus, on a vu sur X des vidéos de lui qui travaillait sa feinte de tips pour envoyer le crochet droit. Mais en fait, il l'a juste exécuté parfaitement et il est tombé tout seul. Et puis, il est en train de se construire des highlights. Ouais, l'UFC, ils vont commencer à miser sur ce genre de combattants. Exactement, c'est fort. Et puis Ochoa aussi, un gros KO, magnifique KO. Donc, si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller voir ou à vous remettre le Fighter Club Sunday. Il y a tout ce qu'il vous faut, émission. N'est-ce pas? On termine sur l'actu. L'actu, ce qui va nous intéresser, c'est l'annonce du combat de Morgan Charrière, tout simplement. Alors, je tiens à dire que, pour le coup, j'avais trouvé le match-up. Ouais. Alors là quand l'annonce est sortie, j'ai fait non, Baba le savait. Écoute, mon petit doigt m'avait soufflé un truc. Ok. On va dire ça comme ça, soyons honnêtes à 100%. Donc il va affronter Nate Landwehr, pour ceux qui ne l'avaient pas. Par contre, là où j'étais pas bon, c'est que ce ne sera pas à Paris. Non, ce sera le 12 juillet à Nashville. Exactement, ce sera à Nashville. Bon, je pense qu'on peut rayer l'UFC Paris de la carte pour Morgan. Ah, c'est dommage parce que selon moi, l'UFC... Après, Morgan... Il l'a dit sur son canal, il voulait revenir très vite après la défaite de Wood. Plus jamais il donnera une performance comme il l'a fait. Il se l'est dit à lui-même, il veut prouver à tout le monde qu'il ne le fera plus jamais. Ouais. C'est dommage de ne pas l'avoir à Paris. Je répète encore cette phrase que j'ai dit dans le dernier Fighter Club. Ne pas avoir Morgan Charrière à l'UFC Paris, c'est un problème stratégique, un problème commercial. C'est un souci. C'est vraiment, c'est dommage. Après, il peut toujours mettre son KO au premier round et dire moi je fais un camp de 2 mois, donnez-moi n'importe qui à Paris. Ce serait une erreur stratégique de faire ça en sachant que son parcours à l'UFC, il est un peu en dents de scie, mais il fait toujours des très bons fights. Peut-être être un peu plus réfléchi après une victoire contre Nate Landwehr.
Bah, moi, je te dirais et puis de toute façon, on reprendra un temps, hein, pour analyser le combat, de façon un petit peu plus, technico-tactique plus tard dans un autre épisode. Mais, pour revenir là-dessus moi je dirais même que, moi j'ai envie d'y lire, une bonne nouvelle pour la carrière de Morgan Charrière. C'est un peu bizarre, hein, de Mmh. se dire que, bah, pourtant, Paris, tu vois, c'est chez lui, Mais c'est je là vois où ce il que tu veux dire. remplit, Je il vois fait où tu du veux. business. Mais si tu te mets dans la peau de l'UFC, eux, ils le voient comme un action fighter Oui. qui délivre, même si ça a été un peu plus compliqué contre Nathaniel Wood. En fait, c'est un combat qui était il y a eu moins d'action dans un combat de Morgan Charrière, mais qui est quand même dans la moyenne très haute des autres combats de l'UFC. Tu vois ce que je veux dire? Oui, C'est exactement. juste que ça n'a pas été dans son sens, donc c'est un peu dommage, mais il a produit quand même quelque chose et je pense que l'UFC le voit vraiment comme un combattant, plaisant pour le public, C'est pour ça plaisant qu'ils le pour eux mettent aux États-Unis, hein. et voilà, c'est pour ça Ouais, je vois je ce que tu veux pense qu'ils savent qu'il y a l'événement français, ils se disent: «Non, on va quand même le ramener en juillet aux States». Ça veut dire qu'on le veut là-bas et que de toute façon, c'est simple, c'est une organisation américaine. Si l'organisation américaine t'appelle pour faire un combat aux États-Unis plutôt que de combattre chez toi, c'est qu'ils ont un destin américain pour toi quelque part et c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle pour lui. Bah oui, et surtout que le match-up est bon. Ouais. C'est The Train, c'est Nate Landwehr, il a 5 victoires, 4 défaites à l'UFC. Ça a toujours été des combats de malades mentaux. Ouais. Genre, je crois il est sur une série de défaites. Enfin, il est en tout cas son dernier combat, je crois. Son dernier combat, il le perd contre Doo Ho Choi, ouais. Contre Doo Ho Choi, il perd son dernier combat et pourtant, c'est un combat que tu as envie de regarder. Bien sûr. Et plusieurs fois. Je suis sûr. Il délivre à chaque fois. Il a eu Performance of the Night, il a eu Fight of the Night. Donc, son combat contre Ludovic Klein, qui lui aussi, derrière, fait du bruit et bien monté dans la catégorie supérieure, il est super. Donc, Oui. ce match-up-là, à mon sens, surtout juste après la re-signature de Morgan, et parce qu'il a re-signé un nouveau contrat avec l'UFC, c'est de dire, OK, on va te mettre un combat qui te correspond, stylistiquement parlant, clairement. Et puis derrière, si tu délivres, ça peut devenir très intéressant pour toi, tu vois. Et on le fait aux States, chez nous, devant du public. C'est même pas à l'Apex, tu vois. C'est ça qui est génial. C'est sur un Fight Night où il y aura du public, il y aura quelque chose. Donc ouais, je trouve que paradoxalement, c'est une bonne chose. On l'a eu à Paris, c'est bien. Il a fait son Ouais. truc. On l'a eu. Ça a délivré ce que ça devait délivrer. Il faut pas que ce soit l'alpha et l'oméga des combattants français. S'il y a une opportunité de faire ton business aux States, et c'est une organisation américaine, je le répète, il faut le faire. Et ça permet de libérer des places pour l'UFC Paris et Didier, potentiellement avoir d'autres combattants qui arrivent à l'UFC Paris. Et ce qui est bien, ça peut. Donc, ce que tu disais sur Morgan, c'est une bonne nouvelle. Ouais. On peut aussi le dire sur Nora Sur Cornell. Nora Cornell, Qui, c'est bon, ce que c'est pas je disais. encore, c'est pas encore officiel. Enfin, c'est pas officiel. Ça a pas été- c'est oui. Nora qui a fait un cross-post avec Big Marcel Voilà. sur les réseaux. Donc, il a assez de très bonnes A infos. priori, lui, quand il annonce, A priori, lui, c'est quand il bon. annonce, Nora c'est l'a bon. confirmé à plus que demi-mot, donc on est bien. Elle combat le 2 août Ouais. sur une carte UFC contre Rosa qui est mieux classée qu'elle. Elle est 12e, Nora. Si elle gagne, Oui. c'est top 10. Et donc, ça montre que Morgan, en tout cas l'US Metro, hein, Morgan et Nora, l'UFC a des plans pour eux aux États-Unis. Et on Donc, est passé- c'est là où je suis très d'accord Voilà. avec toi. Et on est d'accord. Ça veut dire que ces deux combattants-là, quelque part, ils sont passés sur une autre ligue. Oui. Tu vois, ils sont passés dans la ligue où on compte sur vous sur des combats, peut-être sur des classements. Nora, bah, c'est simple, ça fera probablement top 10 si elle gagne. Et dans une catégorie où elle a plus que sa carte à jouer, Nora, très clairement. Donc, force à elle. Et on espère que ça va le faire. Pour Morgan, c'est pareil, parce que tu bats un mec qui a une hype, qui a un nom, ça peut faire top 15 derrière, hein. Pourquoi pas, tu vois. Donc vraiment, moi, je pense que c'est des choses... Il faut les voir comme ça. Il faut pas que tout se passe chez nous pour tous les combattants français. On a eu 9 combattants français l'année dernière. C'était cool. Je sais pas si c'est quelque chose qui va être fait à nouveau. Et l'avantage, en plus, d'avoir ces têtes d'affiche-là qui vont combattre ailleurs, bah ça libère des places, a priori. Oui. Tout le monde réclame l'arrivée de nouveaux Français à l'UFC. Donc là, on se dit peut-être qu'ils vont pouvoir signer les gars qu'on veut. Bah pourquoi pas, hein. Il y a aussi les Dana White Contender Series sur lesquels ils misent énormément. Il n'y a pas encore tout le roster cette année, mais il y a Liane Boifia. Ouais. J'ai pas l'impression, en tout cas, j'ai pas de son qui viennent dans mes oreilles comme quoi il y aurait d'autres noms au Dana White Contender Series, mais le roster n'est pas fermé. Ouais. Et jusqu'au début août, hein, il sera pas fermé le Dana White Contender Series. Combien de combattants prennent des short notice Exactement. au Dana White Contender Series? Et si tu as l'occasion, bah faut le faire. Mais ça libère des places parce que là, potentiellement, Morgan et Nora ne seront pas sur la carte de l'UFC Paris. Ouais. 2 Français en moins dans l'équation. Ça m'étonnerait que les 7 autres Français soient sur la carte. Ouais.
Donc oui, ils vont mettre des combats étrangers. Mais une ou deux signatures, ça... En tout cas, c'est... Ça en prend le sens. Ça en prend le sens, ouais, voilà. Ça en prend le sens. Je pense que ça en prend le sens. Donc, on va espérer que ça aille dans ce sens-là. Dernière chose par rapport au combat de Morgan, c'est est-ce que tu penses que c'est une belle opportunité ou c'est un gros risque pour lui? Bah, c'est une bonne question. Je dirais qu'il y a les deux quand même. Ouais. Parce que Nate Landwehr, oui, il a un nom. C'est une hype. Mais une défaite contre Nate Landwehr qui n'a pas un gros palmarès à l'UFC, ça peut le ralentir. Ça peut vraiment le ralentir. Or, Performance of the Night, Fight of the Night, il y a du sang partout, comme il sait faire, comme il a pu faire contre Mariscal. Ouais. Mais Mariscal a prouvé derrière. Oui, c'est clair. Nate Landwehr n'a pas encore prouvé à l'UFC et je ne sais pas s'il prouvera parce qu'il est arrivé à ses 37 ans. Mais une victoire de Morgan, et comme tu l'as dit, je suis presque d'accord avec toi, il approche très de rien le top 15. Une belle victoire en tout cas. Bah, c'est intéressant parce qu'il y a la lecture comme quoi en France on a perdu les combats importants de ce début d'année, de cette première moitié de 2025, mais il y a encore pas mal de choses à faire et on a Nora et Morgan qui arrivent fort, qui ont des combats importants à disputer aux États-Unis. Et si ça se passe bien pour tous les deux, on peut commencer le dernier tiers de l'année avec des combattants bien classés et dans des belles positions. Donc c'est tout ce qu'on leur souhaite. C'est tout ce qu'on leur souhaite, bien évidemment. Ouais, bah écoute, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Oui, dernière chose. Complètement. Bon, non, on a fait tout le tour. Et puis après, bien sûr, si Morgan et Nora ils veulent venir parler après leur victoire, avec grand plaisir. Avec grand plaisir le ici. micro est toujours ouvert, bien sûr que oui. Bah écoutez, en tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci Anto. Merci Baba. C'était génial. Merci à vous. Écoutez, n'hésitez pas à partager, abonnez-vous, likez, parlez-en à votre boucher, à votre boulanger, à n'importe qui autour de vous, même à l'école, même à la crèche. Et on se retrouve très très vite pour un prochain épisode du RMC Fighter Club. Ciao les gars. RMC Fighters Club.